Le Festival du Livre de Paris, l'événement littéraire de l'année. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour la cérémonie de remise du prix des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris qui est décerné cette année à Anthony Passeron pour son roman Les enfants endormis paru aux éditions Globe. Nous allons passer environ 1 heure ensemble, 1 heure au cours de laquelle vous entendrez bien évidemment le lauréat, mais également des membres du jury. Et je voudrais tout de suite donner la parole à Aurélie Filippetti, qui est la directrice des affaires culturelles de la ville de Paris. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci bien d'être rassemblés aujourd'hui pour ce moment assez symptomatique de ce qu'on essaye de faire à la ville de Paris autour de la notion justement de participation du public des bibliothèques à la lecture, à la littérature. Donc vous allez remettre le prix des lecteurs et lectrices des bibliothèques de la ville à Anthony Passeron. Pourquoi c'est important pour nous? Parce que le réseau de lecture publique de la ville de Paris, et vous le savez, est un réseau extrêmement dense, avec en plus des nouveaux équipements qui vont arriver en 2024, chère Karine, notamment la très très belle médiathèque James Baldwin, qui ouvrira au début de l'année prochaine. Donc on est très fiers et très heureuse de pouvoir animer ce réseau de bibliothèques, mais évidemment, la démarche de nos bibliothécaires, c'est d'aller vers les publics, tous les publics, et de faire participer en quelque sorte les publics les plus variés à la vie des bibliothèques et des médiathèques. Donc ce prix, c'est un prix du premier roman. Les bibliothécaires de Paris ont sélectionné 5 premiers romans qui ont ensuite été lus, été discutés, enfin ça vous en parlerez mieux que moi, par un jury composé donc de lecteurs et de lectrices, d'étudiants, de nos partenaires libraires. On a 3 libraires partenaires. Et donc pour nous, c'est un beau moment de pouvoir avoir ce partenariat aussi avec le Festival du Livre de Paris. C'est la première fois que le prix est remis au Festival du Livre de Paris, même si c'est la 6e édition du prix. Et donc, nous avons souhaité, puisque Paris est aussi l'un des partenaires importants du festival, nous avons vraiment souhaité pouvoir remettre aujourd'hui, que Karine puisse remettre aujourd'hui ce prix ici, en plein cœur du Festival du Livre. C'est un beau moment pour exprimer son amour pour la littérature et le fait que la littérature est toujours aussi vivace, même à l'ère des réseaux sociaux et du numérique. Le livre, le texte, l'amour du texte, la discussion autour du texte, je pense que c'est ça aussi dont vous nous ferez part, la manière dont vous avez échangé pour choisir ce très beau lauréat Anthony Passeron. Alors nous célébrons cette année la 6e édition de ce prix. Et moi j'aimerais souligner la très très grande qualité de la sélection des 5 romans qui étaient proposés cette année au jury. Et cette grande qualité a entraîné des délibérations passionnées et passionnantes. Vous venez de le dire, ce sont des lecteurs qui jugent et qui... Lectrices. Lecteurs et lectrices, bien sûr, qui débattent, qui jugent sur des critères qui sont des critères exclusivement littéraires, puisque en tant que lecteurs, ils échappent à tout jeu d'influence. Et il y a une très grande liberté de parole dans ce jury. Alors, il est composé de lecteurs et de lectrices. Il est composé également de 2 étudiants. Cette année, il y avait 2 étudiants de l'université de la Sorbonne et puis également 2 membres du Conseil parisien de la jeunesse. Ça, c'est également important. Et puis, vous l'avez dit, il y avait des libraires. Et une des libraires est avec nous aujourd'hui. Alors, je voudrais quand même citer les 3 librairies qui étaient représentées. C'est la librairie Marouani, qui se trouve dans le 13e arrondissement de Paris, la librairie Le Divan dans le 15e, et la Plume Vagabonde. Et c'est Nacera Ben Mouboub, qui donc représente la librairie La Plume Vagabonde, qui est avec nous. Et je voudrais vous inviter peut-être à dire un mot, parce que c'est important pour nous d'avoir des retours sur la place que les premiers romans occupent en librairie. Vous avez un micro devant vous. Je préférais le vôtre. C'est bon là ? Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je suis donc libraire. J'ai été l'heureuse participante à cette délibération qui m'a
enthousiasmée et réjouie. Ce prix, effectivement, est pour moi assez important. Comme vous venez de le dire, c'est un prix de lecteur. Il n'y a pas de partisanisme dedans. C'est un pur prix de lecteur. J'ai été impressionnée par la précision, l'acuité, l'attention qui a été portée par chacun des membres du jury, bien sûr, dont j'ai fait partie. Donc on a été très très attentifs et très sérieux dans les lectures. Donc c'est un magnifique prix qui, par ailleurs, met aussi en lumière les bibliothèques que je tiens aussi à citer aujourd'hui, qui nous aident aussi à y voir plus clair dans ces rentrées littéraires qui sont très riches, mais aussi très abondantes. Et donc, ça nous permet aussi quelque part de trier aussi dans ces premiers romans qu'on n'a pas toujours le temps de regarder de près. Et encore une fois, effectivement, cette sélection des 5 titres était assez exceptionnelle. Anthony Passeron a largement mérité son prix, mais les autres méritent aussi d'être regardés d'un peu près. Je suis aussi là au titre de membre d'une association qui s'appelle Paris Librairie. Donc vous allez voir plein de personnes se balader avec de magnifiques gilets roses. Paris Librairie est une association qui mutualise plus de 200 libraires parisiens et quelques-uns de la proche couronne. C'est qui mutualise et qui permet de géolocaliser les livres dans les librairies parisiennes. Donc concrètement, vous cherchez Les enfants endormis, vous allez sur le site parislibrairie.fr et vous pourrez savoir où il est juste autour de vous, à côté de votre lieu de travail, de votre maison, ou juste physiquement à côté de vous. C'est aussi une association qui peut mobiliser une immense équipe et a la chance de pouvoir participer à des festivals et accompagner tous les événements littéraires de la ville. Donc nous en sommes ravis. Et on est de très bons modèles pour la ville du quart d'heure, puisque à moins d'un quart d'heure de chez vous, je pense qu'il y a une librairie. On en parlera tout à l'heure, bien sûr, de ce quart d'heure. Merci Nacera. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure le fait que parmi les membres du jury, il y avait également le lauréat de l'année 2022, bien sûr, Mathieu Zacagna, pour son roman Asphalte, qui était paru aux éditions Noir sur Blanc. Voilà. Alors, on le disait, l'essentiel des membres du jury, ce sont des lectrices et des lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris. Et 2 d'entre eux ont accepté de nous rejoindre. Ils sont là avec nous. Et j'aimerais vous inviter, Mégane Leleu et Hervé Vachon, à partager à la fois votre expérience de lecture, bien évidemment, et puis il est branché, vous inquiétez pas, votre expérience de lecture, et puis peut-être aussi l'expérience de ce que vous avez vécu pendant cette journée de délibération. Alors, c'est Mégane qui commence. Oui, c'est moi qui vais commencer à prendre la parole. Donc, nous avons délibéré le 18 mars à la bibliothèque Jacqueline de Romilly. Donc, ça s'est passé sur toute la journée. On a pu chacun l'un après l'autre, parler de notre lecture d'un roman. On a fait un roman après l'autre. C'était un moment très intéressant, très bienveillant. La parole de chacun a été écoutée, a été respectée, a été considérée, quand bien même on n'avait pas forcément les mêmes points de vue ou la même manière de voir les livres, la même approche, le même angle. On n'avait pas forcément retenu les mêmes choses, on n'avait pas forcément compris les mêmes choses. Donc c'était vraiment très intéressant. Et donc on a pu aussi faire évoluer notre opinion sur les livres. En tant que lectrice, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à participer à cette journée de délibération, d'être entourée d'autres personnes qui aiment la lecture comme moi. Voilà, je te passe la parole. Alors ça, effectivement, je partage ton point de vue. C'était un grand plaisir de rencontrer d'autres lecteurs. C'est toujours un plaisir de croiser d'autres passionnés, parce que la lecture, c'est un plaisir qui est souvent trop solitaire. Et on n'a pas forcément l'occasion d'échanger sur nos lectures et sur ces sujets-là. Donc c'est vraiment une expérience très, très enrichissante. Souvent, quand on cherche un livre, on peut essayer de l'acheter, on en entend parler, un livre se laisse parfois désirer, on a une approche différente au livre. Là, d'avoir un échange direct, ça permet d'échanger beaucoup de choses. Et moi, quand, par exemple, j'offre un livre, j'ai des amis qui veulent systématiquement, qui acceptent un livre à condition qu'on leur dédicace. Alors, il y a une dédicace qui est très belle et qui convient souvent à toutes les situations. C'est simplement de dire, si tu as aimé ce livre, offre-le à un ami.
Et effectivement, ça marche très bien. Et quand on est dans ce jury-là, on a l'impression d'avoir que des amis, de partager des avis, de partager des idées de lecture qui sont très intéressantes et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans notre expérience de lecteur. Donc c'est une expérience formidable, je la conseille à tout le monde. Inscrivez-vous aux bibliothèques, faites la démarche de candidater pour le jury. Vous ne le regretterez pas. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner tout de suite. Tu veux ajouter un mot, Mégane ? Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est bien, Hervé, que vous ayez souligné le fait que parmi les critères que l'on peut retenir pour établir son choix, c'est la question que l'on se pose, est-ce que j'aurais envie d'offrir ce livre ? Et plusieurs des membres du jury, je crois, ont pris en considération cet aspect-là. Oui, c'est exactement ça. On avait tous notre livre préféré, mais après on s'est aussi demandé, on a tous dit à nos familles, à nos amis qu'on faisait partie de ce prix, et on se demandait lequel on recommanderait à nos proches. Et ça, voilà, ça nous a aidé à choisir parfois quand on hésitait, puisque dans la sélection, il y a vraiment 3 romans qui sont sortis du lot, pour lesquels on était vraiment décidés, et voilà, ça a été un critère important, effectivement. Je crois qu'un autre critère, Hervé également, a été de se poser la question de savoir quel serait le livre qui laisserait des traces pendant le plus longtemps, celui dont on garderait une empreinte, dont on garderait la mémoire. Ah oui, je suis d'accord. Alors, moi, les livres, je les ai plus. Je les ai un peu distribués à droite, à gauche, parce qu'effectivement, comme Mégane, on a discuté de ce prix. Alors, qu'est-ce que vous avez lu ? À qui vous avez remis le prix, etc. Donc, ça m'a permis, après, de cerner des personnalités, de dire, tiens, ce livre, je te le conseille, ça va te plaire, essaye. Le livre d'Anthony Passeron nous a beaucoup plu. Par différents aspects. D'abord, les sujets qu'il aborde, qui sont des sujets d'actualité avec la question de ce qu'a été l'épidémie de sida pendant les années 80. Il nous a remis dans cette époque où il y avait quand même une très grande incompréhension, une très grande impuissance et une certaine forme de déni par rapport à ce qui est arrivé et ce qui nous arrivait collectivement. Donc il revient dessus avec un récit croisé, double, sur l'historique familial d'une famille qui subit de plein fouet la difficulté de la toxicomanie et de la maladie. Et puis en même temps, le récit scientifique, de la découverte scientifique. Les deux récits sont construits d'une manière très différente. Une écriture très sensible pour son histoire familiale, une écriture plus documentaire ou un style un peu différent en tout cas pour le rapport scientifique. Mais les deux récits se supportent, s'aident, s'entraident et en fait, il arrive à capter complètement l'attention du lecteur sur toute la durée du livre. Et c'est vraiment... pour moi, c'est un livre il va m'en rester quelque chose. C'est pas un livre que, à peine passé la 4e de couverture, enfin refermer le livre, je vais oublier. C'est quelque chose que je n'oublie pas. Et je pense qu'il va rester en moi quelque chose des enfants endormis encore longtemps. Très bien, mais merci. Merci infiniment à vous deux d'avoir parlé au nom, et ça je voudrais le dire parce que j'en ai vu quelques-uns, au nom des autres membres du jury, et je sais qu'ils sont nombreux dans la salle. Et merci à tous d'avoir fait le déplacement et d'être venus, parce qu'au fond, ça signifie aussi que c'est une aventure qui ne se limite pas juste à une journée, mais qu'on éprouve le besoin de se retrouver ensuite. Alors nous arrivons, Karine Roland, avec vous, qui est adjointe à la maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d'heure. C'est à vous qu'il revient de remettre le prix, donc le moment officiel. Donc je crois que cette année, de surcroît, il y a un trophée. Il est là ? Il est là, juste devant nous. Il est très beau. C'est une nouveauté, effectivement. Nous avions peur qu'il soit très lourd et que nos bras ne suffisent pas à le porter, mais il est tout à fait aussi élégant qu'aérien, délicat. Enfin, voilà, on vous le montrera tout à l'heure. Je voudrais commencer par des remerciements très sincères. D'abord à vous, sans hiérarchie, mais d'abord à vous, chère Catherine Pontimbert, qui est une fidèle désormais du prix des lectrices et lecteurs de bibliothèque. Un grand merci aussi au Festival du Livre de Paris. Je salue chaleureusement Jean-Baptiste Passé qui est parmi nous. Il fallait quand même pas mal de folie, d'envie et d'énergie pour transformer
ce qui était le Salon du Livre de Paris en festival. C'était il y a quelques années. Vous avez fait ça avec Vincent Montagne, avec Marie-Madeleine Rigopoulos. Et vraiment, soyez-en salués. Je crois que pour les remerciements, la gratitude vient du foisonnement et de la ruche, qui est le festival depuis 2 jours déjà. En tout cas, merci aussi de faire place au prix des lectrices et lecteurs des bibliothèques de la ville de Paris. C'est la première fois. En revanche, les collaborations sont déjà étroites et nombreuses avec la ville. Cette année, le festival est présent dans les bibliothèques, dans d'autres lieux culturels. Je pense à la Maison de la Poésie, je pense au Théâtre de la Ville. Et c'est un grand honneur et vraiment une reconnaissance que nous apprécions beaucoup. Merci. Merci à toutes les équipes du festival. Un salut amical et chaleureux à ma collègue Laurence Patrice, que je vois ici, adjointe à la maire de Paris, elle aussi en charge de la mémoire, qui s'attache particulièrement à faire vivre les figures avec un amour tout personnel que tu rends universel pour les figures littéraires. Sois-en ici saluées et remerciées. Et les figures féminines, disons-le. Nous nous appliquons, ainsi qu'avec Aurélie et toute la direction des affaires culturelles, à faire en sorte que les bibliothèques portent des noms de plus en plus féminins. Il en manque encore quelques-uns au nombre, donc nous continuons. Merci aussi à Bibliocité, Marie Desplechin, la présidente de Bibliocité, Stéphanie Messonnier, la directrice, sont là aujourd'hui. C'est grâce à vous, à votre équipe, que les bibliothèques ont une programmation aussi foisonnante. Vous êtes des artisanes avec l'ensemble de Bibliocité. De moments comme celui-ci, nous avons bien des occasions de nous croiser. Ils sont toujours heureux, tant l'objectif, c'est toujours le même, c'est de faire vivre, partager les moments, l'intensité que les livres et la littérature procurent pour cette dimension de partage que vous portez si bien. Merci aussi. Et puis, bien sûr, un immense merci au réseau des bibliothèques et médiathèques parisiennes, représentée aujourd'hui par la directrice et la direction des affaires culturelles, chère Aurélie Filippetti. Je ne vais pas pouvoir citer tous les membres du bureau des bibliothèques et de la lecture qui sont présents ici aujourd'hui, mais quand même, merci à Marine Roy, à Jean-Arthur Crève, à Nina Bitoun, vous, Nina, qui vous occupez particulièrement des librairies, parce que, on ne le dira jamais assez, les livres lisent par cette magnifique chaîne qui va de l'envie, de l'idée d'une autrice ou d'un auteur jusqu'à ses lectrices et ses lecteurs. Il en faut entre cette envie, cette inspiration, cette compétence aussi par laquelle il faut passer pour écrire un livre, jusqu'à celles et ceux qui en bénéficient. Et le bureau des bibliothèques et de la lecture vraiment en est un maillon tout à fait essentiel à Paris, pour faire vivre ce partage dont tu parlais, Aurélie, qui nous anime. On a dit le livre mort ou moribond. Il y a toujours eu des histoires comme ça, des médias qui supplanteraient les autres. Et on a beaucoup entendu ça il y a quelques années, lorsque le numérique s'est déployé, a pris son envol, a pris une place importante. On voit bien combien ça n'est pas vrai et combien on ne peut pas supplanter le livre parce qu'il est, je le disais jeudi en ouverture du festival, cet objet absolument incroyable, aussi quotidien que merveilleux et extraordinaire, parce que avec quelques centaines de pages, on accède souvent à l'humanité entière, à l'histoire intime, comme le fait Anthony Passeron, l'histoire du monde. Et ça, rien ne le remplacera, rien ne le supplantera. Donc j'aime à croire que les dimensions s'ajoutent. Mais en tout cas, merci à tous, toutes celles et tous ceux que je viens de mentionner, qui ne travaillent pas tout seuls et qui font vivre le livre. Merci enfin aux membres du jury de ce prix que nous allons remettre. Vous êtes effectivement usagères et usagers des bibliothèques parisiennes. On compte plusieurs millions de visiteuses et de visiteurs dans les bibliothèques à Paris, et un savant calcul de la direction des affaires culturelles nous a amené à pouvoir dire qu'on peut compter à peu près
un prêt toutes les 3 secondes dans les bibliothèques à Paris. Ce n'est pas vérifiable, mais c'est vrai. et vraiment, merci au Conseil parisien de la jeunesse. Effectivement, c'était une première que de les intégrer dans le processus, aux étudiantes et étudiants, aux lectrices et lecteurs qui avaient si bien parlé, aux libraires, encore une fois. Et puis merci et bravo à Anthony Passeron, le lauréat que nous voyons ici à l'écran. C'est un premier roman, c'est le 6e prix déjà pour les enfants endormis. Il y en a d'autres en cours. J'aime bien cette citation d'un sculpteur qui s'appelle Ossip Zadkine et qui disait « Les hommes d'aujourd'hui, on pourrait dire les hommes et les femmes, ont des promesses pour demain. Je crois que les enfants endormis ont une valeur. Je vais en dire quelques mots dans un instant en tant que tels. Ils ont aussi bien des promesses pour ce que vous avez encore à nous offrir, à nous livrer, cher Anthony Passeron. J'ai lu et particulièrement aimé ce livre. Je n'ai pas lu les 5 livres qui restaient en lice à la fin du prix, mais j'en ai lu plusieurs. Le vôtre est tout à fait saisissant de par cette dimension dont vous avez parlé l'un et l'autre, qui fait aller du plus intime, de la douleur, de la tristesse, de la beauté de la vie de famille aussi, de la beauté de votre pays d'origine, je crois, l'arrière-pays niçois, au grand monde avec l'irruption de ce virus, une irruption tout à fait incroyable. Et puis j'allais dire les bassesses, en tout cas les luttes auxquelles ça a donné lieu aussi, puisqu'effectivement il y a cette construction en parallèle entre la vie de cette famille tout à fait bouleversée, en partie dévastée, mais qui continue, et puis les découvertes scientifiques, la concurrence, une concurrence sourde et acharnée qui commence à se manifester et qui ne se dément pas. Voilà, ce sont 2 dimensions, mais il y en a bien d'autres dans ce que vous avez écrit. Je me souviens très bien du soir où vous avez eu votre premier prix, c'était à la Brasserie Vepler, il y a quelques mois. Le prix était très disputé. La Brasserie Vepler est portée par une libraire, l'ardente Marie-Rose Garnieri. C'était un premier moment de joie. Donc aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureuses et heureux de vous remettre déjà votre 6e prix, le 6e prix des lectrices et lecteurs de bibliothèque, cher Anthony Passeron, pour les enfants endormis. Alors, à qui remettons-nous le trophée? J'imagine que ce sera à son éditrice qui est présente ici. Les éditions Globe. Voilà. À Valentine Gay. Valentine Gay pour les éditions Globe et pour Anthony Passeron. Bravo et merci. Voilà, la remise du prix est faite. Bonjour Anthony Passeron, on est ravis que vous soyez avec nous, même si c'est par l'intermédiaire d'un écran. Et bien sûr, d'abord, félicitations. Merci infiniment. Une ou 2 petites questions pour partager avec vous ce que ce roman a suscité d'enthousiasme. Bien sûr, il y a la construction, et ça a été souligné déjà à l'instant par Karine Roland, cette façon de mêler, comme vous l'avez dit, l'intime et l'universel, de raconter en parallèle 2 récits, donc l'un consacré à un personnage qui s'appelle Désiré, qui est l'oncle du narrateur et qui a été dans les années 80 l'un des premiers à être victime d'une maladie dont on ignorait tout à l'époque et qui a laissé d'ailleurs tous les milieux scientifiques sidérés, et c'était donc le sida. Et en parallèle, il y a donc ce récit très intime, puisqu'il s'agit d'une histoire qui est restée enfouie dans votre famille pendant extrêmement longtemps, et en parallèle un récit documentaire dans lequel vous apportez énormément d'informations sur ce qu'ont été ces tout premiers moments de la découverte de ce virus. Est-ce qu'il vous a fallu, au fond, pour pouvoir livrer ce secret resté douloureux pendant très longtemps dans votre famille, utiliser le contrepoids de la documentation et du récit documentaire pour pouvoir réussir à livrer cette histoire? Oui, merci infiniment à tous. C'est vrai qu'il était nécessaire de briser une solitude
et la solitude d'une famille lambda, si j'ose dire, confrontée d'abord à la toxicomanie, puis à la maladie d'un fils. Et très rapidement, cet aller-retour entre la métropole et sa périphérie s'est imposé parce que je voulais montrer à ma famille qu'elle n'était pas une victime périphérique du VIH-Sida, et en quelque sorte, je voulais refuser l'idée qu'il y ait des victimes centrales et des victimes périphériques. Et quand on vit dans les marges, dans la périphérie, en l'occurrence dans la ruralité, on ne perçoit pas toujours les événements de la même manière, et on ne se sent jamais au centre de la carte. Et pour autant, les phénomènes nous traversent aussi, et en l'occurrence, la toxicomanie et le VIH-Sida ont heurté une jeunesse jusque dans l'arrière-pays niçois. Et il me semble que parmi les facteurs, ils sont nombreux sans doute, qui ont fait que les membres de ma famille n'ont pas été en mesure de prendre en charge eux-mêmes ce récit, la sensation d'infériorité liée à la ruralité était un élément important. Donc, j'ai en quelque sorte, un peu au marteau et au burin, avec ce stratagème narratif, j'ai essayé de les remettre au centre, ou du moins de les mettre au même niveau que les chercheurs, qui eux aussi, dans une certaine mesure, ont été en partie oubliés, au moins au début de la pandémie, le temps qu'ils fassent des découvertes suffisamment satisfaisantes pour que les pouvoirs publics nationaux et internationaux s'intéressent à leurs travaux. Donc c'est vraiment ce qui me touche dans cette distinction, c'est parce que dans le monde d'où j'ai grandi, quelque chose qui vient de Paris a toujours une dimension particulière, et être récompensé par un prix de lecteur, c'est toujours émouvant, mais de savoir qu'on est distingué par un prix de lecteur parisien pour un ouvrage qui propose de réintégrer la petite histoire dans la grande et l'histoire de la périphérie dans l'histoire collective centrale, c'est particulièrement touchant. Surtout que je suis persuadé qu'au regard de l'histoire contemporaine, parmi ces lecteurs, il y a beaucoup d'anciens provinciaux ou de provinciaux à quelques générations que ce soit. Donc j'ai l'impression de reformer un collectif grâce à ce prix, et j'en suis particulièrement reconnaissant aux jurés et à toutes les équipes, en l'occurrence celle des médiathèques de la ville de Paris. Ouais. Les membres du jury ont été particulièrement sensibles, Anthony, à ce que vous venez de souligner, à savoir ce sentiment de solitude absolument accablant qui écrase cette famille. Alors effectivement, nous sommes dans un milieu rural, dans l'arrière-pays niçois, et c'est une famille de commerçants pour laquelle le regard d'autrui est extrêmement important. Et quand on vit dans un village, on vit d'une certaine façon sous le regard de tout le monde. Et que cette maladie vienne frapper cette famille les a plongés dans une solitude vraiment accablante. Oui, ce qui m'intéressait, c'était pas tant d'écrire un énième roman sur le VIH-Sida. Ce qui m'intéressait, c'était de dire comment le VIH-Sida est venu percuter une géographie, et en l'occurrence une géographie rurale, à l'intérieur duquel l'anonymat n'existe pas, l'oubli n'existe pas non plus. Et je voulais pas tant dire que c'était plus difficile de souffrir du VIH-Sida à la campagne qu'en ville, pas du tout. Mais ce que je voulais dire, c'était que au moins une fois soit documenté dans le corpus artistique ce que ça voulait dire concrètement d'avoir un fils toxicomane, un fils séropositif dans cette communauté-là, avec ses spécificités. Et évidemment qu'une maladie qui a été autant touchée par l'opprobre et par la honte, dans un village où tout le monde se connaît, où les noms de famille portent une réputation définitive, évidemment que ça avait des conséquences particulières qui me semblaient importantes de documenter, parce que en me documentant, justement, je me suis rendu compte que ma famille n'avait pas été la seule, loin de là, et que ce village n'avait pas été le seul, loin de là, et cette région non plus. Donc il me semblait qu'il était important que dans ce vaste corpus, ce corpus riche d'œuvres vraiment emblématiques, modestement, la périphérie vienne trouver sa place sur l'étagère, si j'ose dire. Et c'est pour ça que la présence de ce roman dans cette sélection parisienne, aux côtés d'autrices que j'admire particulièrement, nous a beaucoup touchés chez les éditions Globe et au village aussi. L'une d'entre elles est là d'ailleurs, Maria Larrea est présente, donc on la salue, bonjour Maria. Il y a une phrase de votre roman, Anthony, qui m'a énormément touchée lorsque vous dites, c'est dans le prologue, « Ce livre est l'ultime tentative que quelque chose subsiste ». On peut lire cette phrase comme de votre part le désir, la volonté, peut-être la nécessité de faire une sorte de travail de mémoire.
Oui, absolument. J'avais l'impression que, étant donné que le village, à la faveur d'une métropolisation que plus personne ne semble en mesure de dompter ou de maîtriser, de toute façon, le village est voué à subir. Il est voué à subir tout un tas de phénomènes et à devenir un satellite, voire même un astre mort autour d'une métropole, en l'occurrence la ville de Nice, qui s'internationalise de plus en plus et auprès de laquelle il n'a pas toujours sa place, voire pas du tout. Et donc ce village qui disparaît, il me semblait que bientôt les témoins ne seraient plus là pour raconter cette histoire et que même les lieux ne seraient bientôt plus là. Pas tant parce que le village disparaît, le nombre d'habitants y est plutôt stable d'ailleurs, mais tout un tas de phénomènes font que ce village appartient désormais à ce qu'on appelle de manière très générale la France périphérique, avec un développement du système pavillonnaire et des supermarchés qui font que ce village ne ressemble plus au village qu'il a été, avec sa sociabilité villageoise, etc. Donc il me semblait que c'était aussi une tentative de figer ce qu'a été une société villageoise. C'est pour ça qu'il n'est pas question que du VIH-Sida, il est question de comment le VIH-Sida vient percuter des vies, et on l'a dit, une géographie, une société, etc. Donc c'était aussi l'occasion de témoigner de tout un tas de villages qui sont en train soit de péricliter, soit de perdre une partie de leur identité culturelle, sociale, historique, parce qu'ils sont fondus dans un grand tout qui les dépasse. Et il me semblait important que demeurent aussi des témoignages à ce niveau-là, oui. Si vous permettez, Anthony, on va poursuivre la conversation également avec votre éditrice qui est là. Et donc, c'est elle qui a reçu en votre nom le trophée. Donc, Valentine Gay des éditions Globe. La première question toute simple qu'on a envie de vous poser, Valentine, c'est comment avez-vous découvert le manuscrit d'Anthony? Est-ce qu'il est arrivé tout simplement entre vos mains par la poste? Bonjour à toutes et à tous, et encore une fois, merci pour ce prix. Avant de vous répondre, je voudrais juste dire une petite chose personnelle, c'est que j'ai découvert les livres à la bibliothèque, et notamment à la bibliothèque où nous avons fait connaissance lorsque nous avons parlé à la rentrée littéraire du livre d'Anthony de la rue de Meaux, donc François Villon, au métro Colonel Fabien dans le 19e. Et donc, voilà, j'ai vraiment une affection particulière pour les bibliothécaires qui nous transmettent et qui nous donnent des livres et qui, d'une certaine manière, le mot est peut-être un peu fort, mais ça n'a pas été mon cas, hein, je ne vais pas pleurer dans les chaumières, mais sauvent vraiment des vies en donnant, en remettant un objet. On parlait de cet objet qui peut paraître obsolète et qui, dans quelques pages, va vous raconter quelque chose qui, à un moment donné, va vous dire quelque chose. Et ça, c'est vraiment, en tout cas pour moi, éditrice, un grand plaisir de voir un auteur qu'on aime beaucoup, être reconnu comme ça par ce réseau formidable de bibliothèques. Voilà. Maintenant, je vais répondre à votre question. Écoutez, j'ai vraiment, justement, par ce service le plus simple possible, qui est, là, c'est presque la poste, mais c'est... j'ai reçu le manuscrit d'Anthony par ma boîte mail, tout simplement. Et nous, on fait évidemment très attention à lire tout ce que l'on reçoit. Il se trouve qu'Anthony voilà, envoyait son livre à un moment donné, je dois admettre, très particulier. Nous venions tous d'être confinés. Et c'était vraiment le jour où on nous avait dit rentrez chez vous. Voilà. Donc on était dans un état de stupeur, on s'en souvient tous. Et je reçois le manuscrit d'Anthony que je lis. Et c'est vrai qu'à l'époque, en dehors de l'histoire qui me parlait évidemment énormément, puisque je suis d'une génération qui a grandi aussi avec le VIH-Sida, il parlait d'une épidémie. Et en fait, on revoyait encore de nouveau les fantômes d'une... Donc, je ne l'ai pas lu, je l'ai lu dans un contexte aussi très particulier. Et c'est extrêmement rare aussi de recevoir un livre aussi parfait. C'est-à-dire qu'il n'y avait, enfin, à part 3 virgules, vraiment pratiquement rien à... Voilà, il avait quelque chose à dire et il le disait merveilleusement bien. Voilà comment j'ai reçu le livre. Et je lui ai écrit tout de suite, hein, je pense qu'Anthony s'en rappelle, je lui ai dit, écoutez, je suis en train de le lire, laissez-moi le temps de le terminer. Et à la fin de la semaine...
Je lui ai demandé s'il acceptait d'être publié par ma modeste maison d'édition. Il a accepté, donc je me suis bien chanceuse. Voilà. C'est une magnifique aventure qu'un premier roman pour un auteur, bien sûr, et aussi pour une éditrice, parce que c'est le début de quelque chose. Et c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, on ne peut pas s'empêcher en lisant un premier roman, mais aussi réussi que celui d'Anthony, de se dire... On est en train d'assister à la naissance, à l'émergence de quelque chose dont on espère bien sûr que ça va grandir, qui est une carrière d'écrivain, et on espère bien qu'il y aura d'autres romans. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez en fait quand vous choisissez de publier un premier roman comme celui d'Anthony? Alors, je voudrais dire une chose, et là je pense que Anthony s'en souvient. Moi, je me suis sentie une immense responsabilité en fait, parce que je savais que bon voilà, être un auteur, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'on dépend de ce qu'on écrit et on n'a qu'un seul premier roman. Donc moi, je me sentais la responsabilité de tout faire pour que le premier roman d'Anthony, il n'ait pas de regret, qu'on n'ait pas raté quelque chose, qu'il ait la certitude, c'est peut-être le seul travail éditorial qu'on ait fait, qu'il ait la certitude qu'une fois que le livre allait être imprimé entre les mains des lecteurs, des libraires, des lecteurs, il n'y ait pas de regret sur un angle mort ou quelque chose. Voilà. Et surtout, le sujet était tellement important. Donc ça, c'était vraiment... c'était c'est pas une inquiétude, mais une responsabilité éditoriale de faire en sorte que l'auteur soit... assuré d'avoir le sentiment d'avoir fait le livre le plus parfait possible au moment où il arrive dans cette commercialisation du livre qui est aussi très impressionnante pour un premier roman. Et ça a été assez merveilleux parce qu'en fait, très très vite, les enfants endormis ont été accueillis d'abord par des équipes de représentants, ensuite par des libraires qui l'ont lu avant même la sortie du livre. Et il y a eu vraiment, on a senti que ce livre... Alors là, je vais paraphraser Anthony, qui le dit bien mieux que moi, mais c'est vrai que, en tout cas, ma maison d'édition a à cœur de publier ce genre de livre, c'est que la littérature, elle est faite... la littérature, c'est des lunettes absolument formidables pour regarder le monde. Et c'est vrai que d'avoir un livre, et c'est ce que vous disiez... On lit ce livre et puis on va arrêter de le lire, on va lever la tête pour réfléchir et pour avoir envie de partager quelque chose. Et je pense que c'est vraiment ce que fait le livre d'Anthony. Donc on a ressenti ça très vite, grâce à vous aussi. Voilà. Alors félicitations encore et merci infiniment à vous deux, Anthony et son éditrice. Merci et bravo. Merci. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Les enfants endormis va traverser les frontières puisqu'il est traduit dans 15 pays. Voilà. Formidable. Quelle belle nouvelle. Ça commence à faire loin du village. Ça va entraîner, Anthony, un certain nombre de déplacements pour vous, certainement, oui. Exactement. Bon, pour terminer, et c'est pratiquement peut-être l'essentiel pour ceux d'entre vous qui n'auriez pas encore lu Les enfants endormis, je voudrais donner lecture du prologue. C'est ce que vous avez choisi, Anthony, hein, comme partie du livre, du prologue donc du livre. Un jour, j'ai demandé à mon père quelle était la ville la plus lointaine qu'il avait vue dans sa vie. Il a juste répondu « Amsterdam, aux Pays-Bas ». Et puis plus rien. Sans détourner les yeux de son travail, il a continué à découper les animaux morts. Il avait du sang jusque sur le visage. Quand j'ai voulu connaître la raison de ce voyage, j'ai cru voir sa mâchoire se crisper. Était-ce l'articulation d'une pièce de veau qui refusait de céder ou ma question qui l'agaçait? Je ne comprenais pas. Après un craquement sec et un soupir, il a enfin répondu « Pour aller chercher ce gros con de Désiré ». J'étais tombée sur un os. C'était la première fois de toute mon enfance que j'entendais dans sa bouche le nom de son frère aîné.
Mon oncle était mort quelques années après ma naissance. J'avais découvert des images de lui dans une boîte à chaussures où mes parents gardaient des photos et des bobines de films en Super 8. On y voyait des morts encore vivants, des chiens, des vieux encore jeunes, des vacances à la mer ou à la montagne, encore des chiens, toujours des chiens, et des réunions de famille. Des gens en tenue du dimanche qui se réunissaient pour des mariages qui ne tiendraient pas leurs promesses. Mon frère et moi, nous pouvions regarder ces images pendant des heures. On se moquait de certains accoutrements et on essayait de reconnaître les membres de la famille. Notre mère finissait par nous dire de tout ranger, comme si ces souvenirs la mettaient mal à l'aise. J'avais des milliers d'autres questions à poser à mon père, de très simples comme pour aller à Amsterdam, il faut tourner à gauche ou à droite après la place de l'église. D'autres plus difficiles. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi lui, qui n'avait jamais quitté le village, il avait traversé toute l'Europe à la recherche de son frère. Mais à peine avait-il ouvert une brèche dans son réservoir de chagrin et de colère qu'il s'est empressé de la refermer pour ne pas en mettre partout. Dans la famille, tous ont fait pareil à propos de Désiré. Mon père et mon grand-père n'en parlaient pas. Ma mère interrompait toujours ses explications trop tôt avec la même formule. C'est quand même bien malheureux tout ça. Ma grand-mère, enfin, éludait tout avec des euphémismes à la con, des histoires de cadavres montés au ciel pour observer les vivants depuis là-haut. Chacun à sa manière a confisqué la vérité. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de cette histoire. Mon père a quitté le village, mes grands-parents sont morts, même le décor s'effondre. Ce livre est l'ultime tentative que quelque chose subsiste. Il mêle des souvenirs, des confessions incomplètes et des reconstitutions documentées. Il est le fruit de leur silence. J'ai voulu raconter ce que notre famille, comme tant d'autres, a traversé dans une solitude absolue. Mais comment poser mes mots sur leur histoire sans les en déposséder? Comment parler à leur place sans que mon point de vue, mes obsessions ne supplantent les leurs? Ces questions m'ont longtemps empêché de me mettre au travail, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'écrire, c'était la seule solution pour que l'histoire de mon oncle, l'histoire de ma famille ne disparaisse pas avec eux, avec le village. Pour leur montrer que la vie de Désiré s'était inscrite dans le chaos du monde, un chaos de faits historiques, géographiques et sociaux, et les aider à se défaire de la peine, à sortir de la solitude dans laquelle le chagrin et la honte les avaient plongés. Pour une fois, ils seront au centre de la carte. Et tout ce qui attire habituellement l'attention se trouvera à la périphérie, relégué, loin de la ville, de la médecine de pointe et de la science, loin de l'engagement des artistes et des actions militantes. Ils existeront enfin quelque part. Voilà. Les enfants endormis d'Anthony Passeron aux éditions Globe. C'est très beau. Merci encore Anthony Passeron, merci Valentine Gay. Merci mille fois au jury. À l'année prochaine, très certainement, et très beau Festival du Livre de Paris à toutes et tous. Merci.